Alors, pour la question 3 de l'exercice 1, nous avions cette inégalité à résoudre, hein. Donc, quel que soit x appartenant à R, montrer l'inégalité qui est là. Cette inégalité est équivalente, si je mets tout du même côté, à montrer que cette fonction, cette expression, que je peux noter f de x, est positive. Donc, on avait vu que on pouvait faire l'étude de la fonction f. L'étude de la fonction f, on dérive la fonction f, c'est de la forme e de u, ce qui donne u', u étant égal à 2x, u' c'est 2. u' e de x, e de u, pardon, u étant 2x, moins 2, ici je n'explique pas, moins 0. J'ai la dérivée ici, je dois étudier le signe de la dérivée. Donc, pour pouvoir compléter le tableau de variation, et en étudiant le signe de la dérivée, j'obtiens ici qu'il faut e de 2x supérieur ou égal à 2 sur 2, c'est-à-dire 1. J'applique la fonction logarithme. Quand j'applique la fonction logarithme, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et ici, j'obtiens ln de exponentielle de 2x, ce qui donne 2x. Je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque ln est croissante. Et donc ça, il faut toujours, comme pour la question 1 sur les inégalités, justifier. Il faut dire que la fonction ln est croissante sur 0 plus infini. Elle n'est pas définie ailleurs, hein, donc là forcément on est au-dessus de 1, donc on est sur 0 plus infini, tout va bien. Ici ln de 1 c'est 0, et j'obtiens donc 2x supérieur à 0, donc x supérieur à 0, 0 sur 2, ça nous fait 0. J'obtiens donc le tableau suivant, sur moins l'infini plus l'infini, 0 pour la dérivée, la valeur de f' de x en 0. Ici, au-dessus de 0, je suis positif, et en dessous de 0, négatif. C'est bien la dérivée, hein, dont j'ai étudié le signe. Et là, ensuite, la fonction f, elle décroît, elle croît. Si je fais f de 0, calcul simple m'amène à 0. J'obtiens donc une fonction f qui est toujours positive, et il faut conclure. S'arrêter là ne suffit pas. Donc, il y en a beaucoup qui ne concluent pas. On dit, quel que soit x appartenant à R, f de x positif, hein, voilà, du fait du tableau de variation. Et donc, ici, on a montré que cette inégalité était toujours vraie. Voilà, graphiquement, c'est quelque chose de ce type-là, hein. Si je fais la fonction qui est là, 2x plus 1, j'ai ici 1 comme on a donné à l'origine. 2x plus 1, j'avance de 1, je monte de 2, le coefficient directeur. Et la fonction exponentielle de 2x, c'est celle-ci. Voilà. On a bien la fonction exponentielle de 2x qui est toujours au-dessus de cette fonction, la représentation graphique de la fonction affine qui est ici. Alors, en quatrième question, nous avons un polynôme dont il faut étudier, dont on va étudier le signe. Pour ça, on va factoriser le polynôme. Donc la question 4, le polynôme est le suivant. Et on nous dit que les racines, que 1 et 2 sont racines. Donc à partir de là, on va pouvoir factoriser par x moins 1, facteur de x moins 2, c'est-à-dire par x carré moins 3x plus 2, si je développe. Voilà. Donc pour cela, je vais utiliser la méthode de la division euclidienne. Donc j'écris ici le polynôme q de x, et ici le polynôme x carré moins 3x plus 2. Je fais la division euclidienne. Ici, je dois supprimer donc le moins x4. Donc je multiplie par moins x2. Moins x2 fois x2, ça me fait bien moins x4. Ici, ceci fois cela, ça me fait plus 3x3. Plus 3x3, avec des signes. Ensuite, ici, ceci fois cela, ça me fait moins 2x carré. Et puis, j'ai tout écrit. Ici, je fais la soustraction, ce polynôme moins celui-ci. J'obtiens les x4 effectivement qui sautent. Ici, il me reste 7x cube moins
3x cube, donc il reste 4x cube. Ici, moins 17, moins 2, donc ça fait moins 15, x carré, et puis je réécris les deux autres, les deux derniers. Et là, je refais pareil. Je vais obtenir 4x cube, j'ai x carré, il faut que je multiplie par 4x. Donc 4x cube, hein, ceci fois ça, ensuite moins 12x carré, plus 8x, et je fais comme précédemment, comme l'étape précédente, la soustraction. J'obtiens ceci qui s'élimine, moins 15 moins 12, donc moins 15 plus 12, ça fait moins 3x carré. Ici, plus 9x, et le moins 6 qui descend, moins 6. Ici, je continue, il me faut un moins 3, tout simplement. Si je multiplie par moins 3, j'obtiens moins 3x carré, plus 9x, moins 6, et heureusement, parce que comme 1 et 2 sont racines, on est sûr de pouvoir factoriser par ce polynôme, et bien évidemment, le reste sera nul. C'est effectivement ce qui se passe hein, quand on fait la soustraction. Alors, ça ne suffit pas pour factoriser q de x, puisque vous avez q de x qui est égal à ça fois ça, mais il nous reste à factoriser ce polynôme. Pour cela, il faut faire delta, trouver b carré 16 moins 4ac, on tombe sur 4, on fait x1 égale, on va trouver moins b moins racine de delta, donc 2 sur 2a, donc on va tomber sur 1, et la deuxième racine, on va tomber sur 3. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir factoriser ce polynôme. Ce polynôme, c'est la formule a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc a, c'est moins 1. Le moins, je le mets devant parce que sinon, ça va devenir une soustraction. X moins x1, x moins x2. Voilà. Et là, je remplace ici par l'expression factorisée. Voilà. Alors bien évidemment, on remarque qu'il y a x moins 1, x moins 1 ici. Je peux remplacer par x moins 1 carré. Voilà. Voici la factorisation. Je peux faire un tableau de signes puisqu'on me demande de résoudre quand est-ce que q de x strictement positif ou strictement négatif, je ne sais plus, strictement positif. Donc là, les trois valeurs sont 1, 2 et 3. Je mets chacun des facteurs, celui-ci, avec un moins devant, comme ça je règle les problèmes du moins. C'est moins 1 carré, donc c'est toujours négatif. Et ça s'annule en 1. En 1, ça fait 0. Donc j'ai mis ce facteur-là dont le signe était très simple à étudier, puisque moins 1 carré, ce sera toujours négatif. 1 carré, c'est toujours positif, moins 1 carré, c'est toujours négatif. X moins 2, donc moins coefficient de x étant positif, c'est plus à droite. Et ici, pour le troisième, x moins 3, ça s'annule en 3, c'est encore positif à droite, et moins partout. Donc on a le signe du produit de ces trois facteurs, donc de q de x, et on trouve que c'est négatif, négatif, nul ici, positif parce qu'il y a deux signes moins, et négatif ici. Donc la solution, elle est là, on met S égale 2, 3. Voilà pour cette quatrième question qui était assez longue. Hein. Vous aviez un petit A, un petit B. Pour la cinquième question, vous avez à étudier un logo qui a cette forme-là. Donc à partir de là, il va falloir déterminer la surface en grisé, donc en bleu ici. Donc il nous faut la surface, l'aire de... Alors déjà, une première remarque, c'est que x, si vous regardez bien, la plus grande valeur, c'est la longueur totale, donc 4. Et la plus petite valeur, c'est quand x vaut 0, hein, quand g est confondu avec d, donc ceci. En 0, quand x vaut 0, ben, normalement, S de x, ça fera la surface totale du carré. Donc S de 0 doit être égal à 16. Ça, c'est juste une remarque en passant.
En revanche, quand x vaut 4, normalement on obtient le triangle ici, puisque K sera confondu avec C et E et F avec B et D respectivement. Donc on obtient la moitié du carré total, donc 8. Mais ça, c'était pas demandé, hein. C'est juste une remarque en passant. Donc en petit b, on vous demande de trouver S de x. On fera l'aire ou la surface de E, F, K. C'est donc côté fois côté sur 2, enfin, puisque c'est un triangle rectangle. L'aire de GKHC, auquel cas on obtient côté fois côté. Comme les côtés sont égaux à x moins 4, puisque le total fait 4, pardon, 4 moins x, puisque le total fait 4 et que x c'est dg. Donc si j'enlève x, j'obtiens bien cg. Donc voilà. Donc j'aurais pu marquer d'ailleurs cg, c'est encore mieux, fois ch, et j'obtiens donc 4 moins x fois 4 moins x, donc 4 moins x au carré. Je développe, je rajoute à ceci, et j'obtiens, voilà, s de x égale ceci plus cela. Je fais le calcul et j'obtiens l'expression qui est proposée, donc qui est x carré sur 3x sur 3x carré sur 2 moins x plus 7. Donc cette expression, je dois étudier, dresser son tableau de variation pour trouver quand est-ce que la surface en bleu est minimale, puisque l'objectif est d'obtenir un logo avec une surface grisée minimale. Donc soit je fais alpha, soit je dérive, c'est pareil, les deux fonctionnent. En dérivant, j'obtiens 3x, puisque la dérivée de x carré, c'est 2x. 2x fois 3 demi, les deux s'éliminent, il reste 3x. Voilà, et ici, moins 8. Plus 16, c'est 0, la dérivée de 16. Hein, donc voilà ce que l'on obtient. Donc, positif, si et seulement si, x supérieur à 8 tiers. Je peux faire le tableau de variation. J'ai 8 tiers. J'ai 0 et 4, c'est le domaine sur lequel varie x. J'ai la dérivée qui s'annule ici. J'ai moins et plus. Hein, quand je suis au-dessus de 8 tiers, c'est positif. J'ai décroissant puis croissant. Ici, après un calcul, en remplaçant ici dans l'expression de S de x par 8 tiers, j'obtiens 16 tiers. En 0, j'obtiens 16. Et en 4, j'obtiens 8, exactement ce que j'avais déduit au départ, intuitivement, juste par lecture graphique. Voilà. Donc le minimum est atteint pour x égale 8 tiers. On écrit littéralement que le concepteur du logo choisira un x égale à 8 tiers. Inutile de mettre le résultat, mais pourquoi pas. Et cette surface, on peut affirmer qu'elle fera 16 tiers de centimètre carré. Ensuite, donc ça, il faudra l'écrire vraiment, explicitement. Et ensuite, on a à déterminer quand est-ce que S de x inférieur ou égal, dans la question petit d, S de x inférieur ou égal à 6. Donc on remplace ici S de x par son expression. Voilà, S de x par son expression. On obtient cette inégalité en passant le 6 de l'autre côté. J'avais 16, ça devient 16 moins 6, 10, inférieur ou égal à 0, et c'est une étude de signe, un polynôme inférieur ou égal à 0. Donc un polynôme second degré, et je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça à partir du moment où j'ai du second degré. Donc là, on fait delta, on trouve x1, x2, il se trouve que l'on trouve pour x1 comme racine 2, si je remplace par 2, ça fera bien 0, vous pouvez tester. Et comme deuxième racine, on trouvera quelque chose qui vaut 10 tiers. Voilà. Et donc, le tableau de signes de ce polynôme du second degré, je ne le recopie pas, mais il faudrait 2, 10 tiers. Vous avez A qui est positif, donc c'est plus ici, plus là et moins là. Donc on a bien la surface qui est inférieure à 6 quand on est situé entre 2 et 10 tiers. Voilà. Voilà pour cette question d'optimisation, enfin pas d'optimisation, mais d'étude d'une surface.
Donc on peut passer à la question 6 relative aux sommes. Donc pour cette question, la question 6, nous devons montrer que pour tout n appartenant à un grand N, on a ceci. Donc une première méthode consiste à utiliser le développement. Là, quand je développe, ça me fait ceci, moins plus 2k. Hein, quand je développe, k carré plus 2k. Je peux séparer les sommes. Voilà. Et le 2, j'ai le droit de le factoriser, auquel cas j'obtiens ceci. Ici, je reconnais la somme des carrés, chose que vous avez bien apprise. La somme des carrés, c'est ceci. Et la somme des k, c'est n, facteur de n plus 1 sur 2. Ici, j'ai un facteur commun. Alors là, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Donc j'obtiens 6 et 6. Et j'obtiens un facteur commun ici, qui est n facteur de n plus 1 sur 6 fois 2n plus 1 plus 6. Et j'obtiens ceci, ce qu'il fallait démontrer. Je n'écris pas la dernière ligne. Et maintenant, on va procéder par récurrence. Alors, par récurrence, de toute façon, il faut, dès le départ, écrire une hypothèse qui est celle-ci, hypothèse de récurrence que nous allons démontrer. Et une fois que j'ai écrit l'hypothèse de récurrence, entre accolades, je vais vérifier que cette hypothèse est vraie au rang 0, puisque je vais montrer pour tout n appartenant à grand N. Donc pour n égale à 0, je fais le calcul de ce qu'il y a à gauche, puis de ce qu'il y a à droite. Donc ce qu'il y a à gauche, je l'écris. C'est somme de k égale 0 et je remplace n par 0. De k plus 2, facteur de k. Donc ici, le k il ne peut prendre qu'une valeur entre 0 et 0, c'est la valeur 0. Donc j'obtiens 0 plus 2 fois 0. J'obtiens 0. Et maintenant je calcule ce qui est à droite. 0, facteur de 0 plus 1, facteur de 2 fois 0 plus 7, le tout sur 6, et j'obtiens 0 aussi. Donc P0, vrai. C'est vrai au rang initial. Ensuite, l'hérédité. L'hérédité, on va déterminer, on va prendre un n positif quelconque, antinaturel, et on va supposer Pn vrai. Supposons Pn vrai. Donc, Pn vrai, c'est-à-dire ceci égale ceci. Alors, on n'est pas obligé de l'écrire. Au début, je vous le faisais écrire pour pas que vous oubliez ce que signifiait Pn vrai. Mais c'est cette égalité. Ceci égale ceci. Alors maintenant, on écrit somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1. Donc, pour déterminer si la formule est vraie au rang n plus 1, c'est la formule que l'on veut obtenir, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez écrire en toutes lettres, on veut obtenir, et l'écrire. Donc on veut obtenir la formule, ici, Pn plus 1. On veut qu'au rang n plus 1, on ait, donc je remplace tous les n par n plus 1 dans cette expression, les n par n plus 1, donc il y a là, là, là et là. On veut obtenir ceci, remplacer n par n plus 1, égale, alors à la place de n, j'ai n plus 1, à la place de n plus 1, ça fait n plus 1 plus 1, donc n plus 2, et là j'obtiens 2 fois, et j'écris l'intermédiaire, il y en a qui m'ont écrit 2n plus 9, c'est très bien, si vous le voyez, il n'y a pas de souci, mais ensuite vous faites le calcul, vous développez, ça fait 2n plus 2 plus, et 2 plus 7, 9, donc vous trouverez égal, et vous écrivez l'expression qui est là. J'ai sauté une étape. Et maintenant, nous, ce que l'on veut obtenir, c'est ça. Donc on part de ça pour essayer d'obtenir ceci, en supposant que ça, c'est vrai. Donc j'écris ce qu'il y a à gauche. Voilà.
Je veux utiliser cette formule hypothèse de récurrence. Donc pour ça, j'utilise la formule de récurrence qui lie cette somme à cette somme-là. Donc là, je vais de n à n plus 1, c'est égal à la somme quand je m'arrête à n au lieu d'aller jusqu'à n plus 1, mais il me manque le terme que j'ai enlevé, ici le terme en n plus 1. Donc je remplace ici k par n plus 1 pour obtenir le terme en n plus 1. Ça fait n plus 1 plus 2 et n plus 1. Voilà. Donc n plus 3 fois n plus 1. Certains ont écrit directement n plus 3 fois n plus 1. Pourquoi pas? Et donc ici, cette expression, ma formule, ma proposition ici, que j'ai supposée vraie, me dit que ça, c'est égal à ça. Voilà, sur 6. Et toujours la même chose ici. Je remarque que comme j'ai du n plus 1 sur 6, et que c'est ce que je veux obtenir, du n plus 1 sur 6, je peux ici mettre tout aussi sur le même dénominateur, donc obtenir n plus 1 sur 6 fois 6 n plus 3. 6 et 6 s'éliminent, je retombe là-dessus. Et j'ai un facteur commun, qui est ça, et je m'approche ici de ce que je veux démontrer, obtenir. Donc maintenant, je factorise par n plus 1 sur 6. J'obtiens n fois ceci, ça fait 2n carré plus 7n. N fois 2n, 2n carré plus 7n, plus 1 plus ceci. Donc 6n plus 3. Là, je simplifie. J'obtiens ici 2n carré plus 13n plus 3. Et il n'y a plus qu'à espérer que ça nous donne cette expression n plus 2 facteur de 2n plus 9. 2n fois 2n carré, 2n, ça fait 2n carré. Là, ça me fait 9n plus 4n, 13n. Et 2 fois 9, 18. Il y a une erreur. Pourquoi 3 fois 6, 18. Si je ne sais plus faire un développement, ici, 3 fois 6, 18. Donc vous voyez en direct comment corriger une petite bévue que l'on fait au moment des calculs. On a montré par récurrence, j'écris pas la phrase, que quel que soit n, vous réécrivez ceci. Donc n'oubliez pas d'écrire cette phrase. On va passer maintenant à la question 7. La question 7, vous aviez des formules de changement de base. On vous donnait donc une base du plan vectoriel, base de P, le plan vectoriel. Et ici, deux vecteurs de ce plan dont les coordonnées dans cette base étaient 1, moins 2 et 2, 1. On vous demande de montrer que la famille constituée de ces deux vecteurs forme une base du plan vectoriel P. À ce moment-là, il suffit simplement de faire le déterminant de UV. Donc ça a été bien fait, hein, je vais rapidement. Donc voici au niveau des notations, 1 fois 1, ça fait 1, moins 2 fois 2, on tombe sur 5, c'est différents zéros, et on dit donc UV est une base du plan vectoriel. Ensuite, petit 2, nous avons à déterminer les coordonnées de W dans la base B, sachant que dans la base B', ces coordonnées sont moins 1, 1. Donc ça signifie que dans la base B', dans cette base-là, le coefficient de U, c'est moins 1, et celui de V est plus 1. On remplace ici U par son expression dans la base B, et V par son expression dans la base B, et on obtient moins 1 plus 2, ça fait 1, plus 2 plus 1, 3 dans la base B.
Alors pour le petit c, c'est le contraire. On vous donne une expression dans la base B, cette fois-ci, dans IJ, 1, 1, et il nous faut l'expression dans la base B'. Pour cela, il nous faut les expressions de I et J dans la base B', parce qu'ici, on a I plus J. Donc il faut pouvoir remplacer I et J, comme on a fait pour IV, I et J par les expressions de I et J dans la base B'. Comme ça, on pourra faire ce qu'on a fait ici. Alors, comment faire? On écrit simplement ce que c'est que U. U, c'est I plus moins 2J. Et V, c'est 2I plus J. Et il faut essayer d'obtenir ce que c'est que I et J. Alors, pour supprimer les J, il suffit que je fasse 2 fois ça. Je vais obtenir 2J et que je fasse la somme des deux. Donc, il suffit que je fasse U plus 2V de cette ligne, ceci, plus 2 fois ça, ça va me faire moins 2J plus 2J, ça va sauter et il va me rester que des I. Donc U, c'est I plus 2 fois 2J, 2I, ça me fait 5I. Je fais pareil ici, j'essaie de supprimer pour J, j'essaie de supprimer les I, donc je vais faire 2 fois ça, moins ça. 2U moins V. J'obtiens donc 2U moins V égale, il n'y a plus de I, et j'obtiens moins 4, moins 1, moins 5, J. Donc j'obtiens I égale 1 cinquième de U plus 2V, et j'obtiens J égale 1 cinquième, je divise tout, de moins 2U plus V. Hein, j'ai divisé par moins 5, donc j'ai changé les signes, moins 2U plus V. Donc j'ai les coordonnées de I et J dans la base UV, donc dans B'. Donc j'obtiens que I c'est 1 cinquième de 1, 2 dans la base B', et que V, J c'est 1 cinquième de moins 2, 1. Et j'obtiens donc 1 cinquième de 1 moins 2, donc moins 1, et 2 plus 1, 3 dans B'. Voilà comment on procède. C'est un peu plus rapide, hein. Il y en a qu'on fait autrement. Ceci, c'est un petit peu plus rapide. Alors, on va passer maintenant à la question 8 sur les barycentres. Donc, dans cette question 8, alors voici le système dont le point E est barycentre. E barycentre de ce système. Vous avez donc B1, C1. Donc, ce que je fais, c'est que sur le graphique, je prends, comme j'ai le même poids là et le même poids là, le centre. Et ensuite, entre A de coefficient 2, ce centre, je l'affecte de la somme des deux, donc 2, et 2 et 2, comme c'est le même poids, j'aurai encore le milieu. Et donc le point se situe à peu près ici. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer ses coordonnées. Alors pour déterminer les coordonnées, je peux directement appliquer OE égale 1 sur la somme des coefficients, donc 2 plus 1 plus 1. Ici 2 fois OA plus 1 fois OB plus 1 fois OC. Sans la formule, ça devient beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Mais il faut absolument que vous ayez écrit l'égalité vectorielle. S'il y en a qui écrivent directement que xe, ye est égal à 1 quart de 2 fois de 1, on ne sait pas d'où ça vient, donc c'est incorrect. Après calcul, vous obtenez 4 plus 3 plus 5, 12, sur 4, 3, et ici 8 sur 4, 2. Donc voici les coordonnées du point E. Le point E est de coordonnées 3, 2. C'est exactement ce que l'on disait. 2, 3, c'est le point E. Voilà. Pour le point F vous est donné
comme étant le point de coordonnées 0, moins 3. On écrit exactement la même chose, hein. Vous dites que F, barycentre du système A, alpha, B, bêta, C, gamma. Là, j'écris la même formule. Donc, OF égale, donc c'est le vecteur OF, il a pour coordonnées 0, moins 3, est égal à 1 sur la somme des coefs. Facteur de alpha OA, c'est la même formule, hein, alpha OA, bêta OB, plus gamma OC. On obtient, je multiplie par alpha bêta, donc si et seulement si, j'écris une ligne supplémentaire, je multiplie par alpha bêta et j'obtiens donc alpha plus bêta plus gamma, facteur de 0 moins 3, égale ceci, et j'écris les coordonnées ici. Donc là, c'est encore la même chose que là. 2, 1, 3, 1 et 5, 5. Voilà. Donc j'obtiens comme système, là ça fait 0, donc 0 égale 2 alpha plus 3 bêta plus 5 gamma, et ici moins 3 alpha moins 3 bêta moins 3 gamma égale alpha plus bêta plus 5 gamma. Je mets tout du même côté, j'obtiens le système suivant. Ici, en mettant tout du même côté, ça me fait moins 2 alpha. Alors, je vais peut-être tout mettre à droite pour avoir des valeurs positives. Donc, ça fait alpha plus 3 alpha, 4 alpha. Bêta plus 3 bêta, ça nous fait plus 4 bêta. Et le dernier, gamma plus 3 gamma, 5 gamma plus 3 gamma, 8 gamma. Alors, on peut tout diviser par 4. J'obtiens ça, ça et ça. Et donc ça fera 0 sur 4, hein, donc ça fait toujours 0. Alors ici, je fais la ligne 1 pour supprimer les alphas. Je fais la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. L1 moins 2 fois L2. J'obtiens bêta plus gamma égale à 0. Et pour supprimer les bêtas, je fais L1, je vais faire oui, L2, 3L2 moins L1. Donc 3 fois ça moins ça, ce qui me fait alpha plus gamma égale à 0. Donc j'obtiens bêta égale moins gamma égale alpha égale moins gamma. Donc il suffit de choisir 1 pour gamma et je trouve le système. Alors si je choisis moins 1 pour gamma, ça me fera plus 1, c'est peut-être plus simple. Voilà. Et j'obtiens le F barycentre 2, etc. Voilà la méthode pour trouver les coefficients. Alors pour la question 9, cette fois-ci, vous avez alors pour cette question, on vous donne une droite D qui passe par A et de vecteurs directeurs ceci. Donc à partir de là, on peut trouver directement une représentation paramétrique, il y en a une infinité, une représentation paramétrique de, alors je vais pas mettre U, je vais mettre alpha, allez, alpha comme coefficient comme paramètre, au lieu de choisir T que j'ai déjà utilisé pour delta. Et ensuite le point A. Voilà. Si je fais la différence, vous remarquerez que les alphas se sautent et qu'il me reste x moins y égale 2 moins 3 moins 1, et j'obtiens directement une équation paramétrique de la droite D. Voilà, équation paramétrique de D. Je ne vais pas l'écrire. Voilà. Ici, pour la droite delta, j'ai tout de suite un vecteur directeur, moins 2, 1, et un point, j'ai noté B, de coordonnées pour t égale à 0, ça va me faire 5, 0. Voilà, il faut rédiger. Avec V est vecteur directeur de delta et B est un point de delta. Voilà, on n'écrit pas juste comme
ça. Là, c'est pareil, hein, on écrit la représentation paramétrique de la droite D et une représentation paramétrique de la droite D et deux points, D, deux points, et puis on écrit la représentation paramétrique, on n'oublie pas alpha appartient à R, et là on écrit une équation cartésienne, et voilà. Il faut tout rédiger. Ensuite, on vous demande dans la question 3, la question C, pardon, on vous demande les droites sont-elles parallèles? Donc pour déterminer si les droites sont parallèles, on écrit déterminant de U, V égale, et on écrit U c'est 1, 1, V moins 2, 1. On trouve différents zéros, et on écrit à ce moment-là U et V vecteurs directeurs, et on rappelle de quelle droite, vecteurs directeurs respectivement de donc D pour U et delta donc ces deux vecteurs sont non collinaires, et ensuite on affirme donc les droites D et delta ne sont pas parallèles. Je ne vais pas l'écrire. Petit d, dans la mesure où elles ne sont pas parallèles, on peut déterminer un point d'intersection. On a la représentation paramétrique de delta, on la réécrit. On a une équation cartésienne de D, on la réécrit. Et on dit, donc, et on remplace ici, ce que j'ai là, c'est x égale ceci. Là-dedans, dans cette équation, on met à la place de x l'expression de x en fonction du paramètre t. Comme ça va nous permettre de trouver le paramètre qui permet d'obtenir le point d'intersection de D et delta. Pareil pour y, je remplace par t plus 1 égale à 0 et je résous l'équation. Je trouverai t égale 2 et je peux donc trouver le point d'intersection en remplaçant t par 2. Donc x égale moins 4 plus 5, 1 et y égale 2. Donc le point d'intersection a pour coordonnées, le point d'intersection, on écrit tout, a pour coordonnées 1, 2. Ensuite, pour la question E, on avait une droite à paramètres. Cette droite, c'était la droite DM qui avait pour équation cartésienne, enfin les droites DM qui ont pour équation cartésienne 1 plus m carré de x moins 2m y moins m moins 1 au carré. Donc toutes les droites, pour chaque valeur de m, on a une droite différente. On vous demande de déterminer quand est-ce que la droite, pour quelle valeur de m la droite dm sera parallèle à d. Donc um de coordonnées moins ça plus ceci est un vecteur directeur de dm. On a dm parallèle à d, si et seulement si le déterminant de um et alors de d c'est celui-ci, donc de u et um est égal à 0. On remplace, ici u c'est 1, 1, um c'est 2m 1 plus m carré, ça nous fait donc ça fois ça, moins 2m. Là, on reconnaît a carré moins 2ab plus b carré. Ça nous fait 1 a moins b au carré. C'est une formule. Sinon, on fait delta. On trouve delta égale à 0. Et comme racine de ce polynôme, on trouve une seule racine double qui est 1. Donc, égal à 0, si et seulement si m égale 1. Donc, le seul cas où dm et d sont parallèles, on écrit dm parallèle à d, si et seulement si m égale 1. On a répondu à la question. Pour la question 2i, nous avons à déterminer que les droites dm sont concurrentes. Donc pour ça, concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent toutes en un même point. Alors pour ça, on peut trouver le point.
Donc dans ces cas-là, pour trouver le point, le plus simple, c'est de prendre deux droites, donc des zéros par exemple, et ce qui a pour équation x et moins 1 au carré, ça fait 1, donc x moins 1 égale à 0. Et D1, une deuxième équation de droite, donc deux droites, parce que si elles se coupent toutes en un même point, si elles sont concurrentes et qu'elles se coupent toutes en un même point, D0 et D1 se coupent en ce point. Donc si je fais l'intersection de D0 et D1, ça suffit, parce qu'après, j'aurai trouvé le point, il suffira ensuite que je remplace dans cette équation pour montrer que ce point vérifie systématiquement l'équation, quelle que soit elle. Donc voilà comment je procède. Donc pour D1, j'obtiens 2x moins 2y égale à 0. Donc l'intersection, je dois résoudre ce système. Bien sûr, vous voyez bien que j'ai choisi 0 et 1 parce que c'était bien pratique. Là, je peux diviser par 2 pour la deuxième équation. Et j'obtiens donc x égale 1 et x égale y. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc le point d'intersection, c'est le point. Donc D0 et D1 se coupent en 1, 1. Donc si elles sont concurrentes, c'est forcément ce point 1, 1. On vérifie, soit m appartenant à R, on a m plus m carré fois 1 moins 2m fois 1 moins m moins 1 au carré égale, et on fait le calcul, on se rend compte que ça fait 0. Donc 1, 1 appartient à dm. Donc on a montré que le point 1, 1 était un point de concours, que ce point-là, 1, 1, toutes les droites dm passaient par ce point. Donc on a montré qu'elles étaient concurrentes. Voilà pour la dernière question. Alors j'en profite pour faire l'exercice 2.